Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Maxime Pedneau-Jobin, le conseiller de Buckingham, de 30 minutes. Monsieur Pedneau-Jobin, merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, je sais que vous étiez en vacances et que vous venez nous rencontrer quand même. Alors, c'est d'autant plus apprécié. La semaine dernière, vendredi dernier, le ministre des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault, qui a finalement répondu à la question que plusieurs se posaient, à savoir, est-ce qu'on va imposer des colistiers aux municipalités? Et la réponse est claire, c'est non. Oui, moi, je suis déçu de ça. Moi, je pense que c'est une... En fait, le ministre a dit non, pas pour l'instant. Ouais. Puis nous, ce qu'on a eu comme écho à son cabinet, c'était qu'il y avait beaucoup de choses sur la planche à dessin, puis que c'était un élément de plus. Puis, parce qu'on sait que le ministre a déjà pris position favorablement à ça dans une autre vie, là. Donc, lui aussi, ça doit y faire un peu de peine, mais moi, je pense que c'est une erreur. C'est une ligne dans un projet de loi, ça. Ouais. Donc, ça aurait été assez facile, mais bon, il n'a pas pris la décision. Ce qui veut dire que, bon, en fait, en acceptant la mairie, en disant que vous vous en allez officiellement à la mairie, vous risquez gros votre carrière politique là, qui pourrait, si on veut, presque prendre fin. Comment vous orienteriez votre carrière si vous n'êtes pas élu en novembre prochain? Ouais, c'est le genre de question à laquelle un politicien ne répond jamais. Ce qu'il dit, c'est on va gagner. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je vous réponds, c'est qu'on va gagner. Puis en même temps, moi, je ne suis pas... c'est-à-dire, je suis convaincu qu'Action Gatineau, c'est la solution pour Gatineau. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Je pense que les gens veulent faire un certain nombre de virages, veulent changer les façons de faire. Moi, quand je dis aux gens qu'on veut avoir un programme où on dit qu'est-ce qu'on fait, quand on va le faire, puis combien ça va coûter, c'est assez séduisant quand on regarde la politique municipale traditionnelle, où c'est à peu près absent, ça, comme façon de faire. Ça fait que moi, c'est sûr que le risque est plus grand pour moi personnellement sans colistier, mais d'abord, ce n'est pas pour ça. Le principal outil d'un colistier, c'est pour avoir plus de gens autour de la table, d'avoir le chef d'opposition qui est autour de la table, un conseil plus fort. Ce n'est pas pour permettre à quelqu'un d'avoir un parachute, là. Puis moi, sans parachute, je suis convaincu qu'on fait de toute façon la bonne chose avec Action Gatineau. Ça fait qu'on verra. On sent beaucoup d'appui de la part de certains médias. On parle par exemple de Roch Cholette là, qui appuie fortement Action Gatineau. Ouais. Beaucoup d'éditoriaux aussi, Pierre Jury dans Le Droit qui vous supportait, Pierre Bergeron, pardon, qui vous supportait. Est-ce que vous avez l'impression que cet appui-là de la part des médias ou de certaines personnes risque de vous aider vraiment, là? C'est-à-dire qu'il faut nuancer. D'abord, c'est des observateurs, ce n'est pas des médias, là. C'est des observateurs qui... puis dans le cas de M. Cholette est intéressant parce que c'est un monsieur qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense quand il n'est pas d'accord. Là, il est d'accord, mais ce qu'il décrit, puis sa dernière chronique est assez éloquente, c'est vraiment un processus. Lui, il dit ce que j'appuie, ce n'est pas le fond des idées. C'est qu'il dit, enfin, on a un groupe qui s'assoit avant les élections, qui publiquement met des idées sur la table, vote dessus, comme il appelait ça un striptease politique dans son émission. Et s'il n'y a rien de plus dangereux en politique que de jouer carte sur table comme on fait là, mais pour moi, c'est ça la bonne façon de faire de la politique. Fait que M. Cholette, moi, ça, c'était les fleurs, mais il y a quelques pots qui vont suivre, j'en suis certain. Il y a déjà eu des pots, de toute façon. Il y a déjà eu pas mal de pots, mais c'est vraiment le processus. Puis c'est ça que Bergeron dit lui aussi. Il dit on peut être d'accord ou non avec un certain nombre d'idées, mais on a devant nous des gens qui font de la politique sérieusement, puis ça, on l'appuie. Puis ce que j'ai aimé de Cholette, c'est ce qu'il ajoutait, c'est qu'il dit on l'appuie d'autant plus que quand on regarde ce qui se passe à côté, là, on ne sait pas qui vont être nos adversaires, il n'y a pas d'autres programmes sur la table, il n'y a pas de débat d'idées sur la table, on se dirige vers une campagne à la traditionnelle chez nos adversaires. C'est-à-dire qu'on rend le programme public un certain nombre de semaines avant les élections, puis on espère que les gens vont l'appuyer, alors que pour moi, ça doit commencer avant. Puis là, ce qui est un signe aussi d'appui, c'est quand le téléphone sonne. Et là, depuis le Congrès, il y a encore plus de candidats intéressants là, ou de candidates qui veulent travailler avec nous. Justement, vous allez devoir trouver 18 candidats pour représenter Action Gatineau un petit peu partout sur le territoire. Le processus va se faire. Je pense qu'il n'y aura pas de candidats qui vont être imposés. Ça va se faire par des élections dans chacun des districts. Non, moi, comme chef, dans nos statuts, je n'ai pas de possibilité d'imposer un candidat. J'ai la possibilité, selon la loi provinciale, d'en refuser un.
parce que c'est moi qui signe le bulletin de mise en candidature des candidats d'Action Gatineau. Donc, je peux, si quelqu'un est le seul candidat dans un district, donc il n'y a pas d'investiture, puis moi, je trouve que je rencontre la personne, puis je vois qu'elle ne partage pas nos valeurs nécessairement, puis etc. Puis aussi, on pose aussi des questions. Là. On regarde, bon, est-ce que la personne a fait avant ce qu'elle a dit, puis donc, je pourrais, mais ça prend un cas de force majeure. Donc, je n'ai pas de possibilité d'imposer. J'ai vraiment juste la possibilité de dire, bien, un tel, une telle, on ne veut pas. Ça veut dire des investitures, ça veut dire des gens qui disent, bien, moi, je vais être candidat à l'Action de Gatineau dans Buckingham, disons, bien, il faut que je ramasse 25 noms, il faut que j'aie l'appui de 25 membres, qui peuvent être des anciens ou des nouveaux membres. S'il y a une autre personne qui fait la même chose, bien, on détermine une date, puis on fait un vote. Et qui va s'occuper justement là, de ces réunions-là, des investitures? Est-ce qu'il y a un comité dans chacun des districts? Non, c'est ça. Ça, c'est une autre décision difficile qu'on a faite. On n'a pas voulu faire d'association de districts. Ça va peut-être venir parce qu'on ne l'interdit pas, mais on n'a pas voulu se faire une structure trop compliquée pour commencer. S'il y a des gens qui veulent faire une structure, comme là, même pour l'organisation électorale, nous autres, on pense plus en fonction de l'Est qu'en fonction de deux districts différents. Fait que ça pourrait venir. Mais là, ce qu'on va avoir, c'est un président ou une présidente d'élection. Puis elle va recevoir les mises en... va avec le comité de direction déterminer des dates d'investiture, recevoir les candidatures, voir si les gens c'est recevable ou non. Et si oui, il y a vote. S'il y en a juste une, on déclare élu, puis c'est fini. Et ça commence. Ça commence, effectivement. Et les conseillers qui sont déjà membres d'Action Gatineau, qui sont déjà conseillers, est-ce qu'on part avec un petit peu d'avance dans les investitures? Oui, mais on a décidé, nous, qu'il y ait des investitures partout. Parce que souvent, dans les vieux partis, il y a des investitures juste pour les nouveaux. Ouais. Alors que, pour moi, la communauté doit aussi, les membres doivent aussi porter un jugement sur celui qui est le sortant. Puis ça, c'est une décision difficile, là, parce que l'immense majorité des partis ne veulent pas ça. Les sortants disent, bien, après que tu as été élu une fois, c'est dans l'intérêt du parti de te garder, puis etc. Alors que pour moi, c'est aussi dans l'intérêt du parti de forcer les sortants à se rapporter, à dire, bien, moi, voici le bilan que j'ai. Puis si les membres du quartier veulent choisir quelqu'un d'autre, ils ont la possibilité de le faire. Dans les faits, ça n'arrive pas bien, bien. Dans les faits, la personne est bien ancrée là. Si elle a gagné une première fois, on se doute qu'elle va gagner une deuxième fois. Ça fait que la contestation n'est pas... c'est plutôt rare que ça arrive, même dans les autres partis. Là. Et les 4 autres candidats, sauf vous, évidemment, les 4 autres conseillers, est-ce qu'on a déjà signifié qu'on se présenterait à l'investiture ou à la prochaine élection? Il y a seulement 2 personnes qui ont confirmé, M. Psionac, Mme Apollon, M. Laframboise réfléchit toujours. M. Anger réfléchit, mais lui, dans son cas, on sait que c'est plus négatif que positif parce qu'il ne veut pas mettre fin à son contrat avec son ancien employeur. Et là, il arrive au terme de la libération là, dont il profite. Là. Ça fait que pour lui, c'est un choix plus difficile. C'est son fonds de pension qui est en jeu, toutes sortes d'enjeux comme ça. Il y a quelques mois, quelques années même déjà, que la rumeur veut que M. Proulx se présente à la mairie. Et on voyait là, dans les journaux en fin de semaine que, ben, en fait, probablement qu'il va y avoir une course, au moins à 2 qu'on sait déjà, vous, M. Proulx, probablement M. Bureau, qui habituellement retarde l'annonce de sa candidature à la toute dernière minute. De quelle façon ça vient changer la donne d'avoir différents candidats pour vous? Bien, c'est-à-dire que ça change la réalité politique, là, mais en même temps, ça change pas beaucoup de choses dans la mesure où nous, on a réuni des gens, on a un programme, on s'est donné des façons de faire. Là, on va préciser le programme électoral à partir de ce qu'on a fait il y a 2 fins de semaine, là, à partir du congrès. Fait que c'est sûr que moins il y en a, plus les gens ont un choix précis. Et ça ou c'est ça. Si on est 5-6, ou que la dernière fois, il était, je ne sais pas combien, 7, là, moi, je trouve que c'est moins intéressant du point de vue de c'est dur de dire ça, mais même du point de vue de la démocratie, parce que les messages sont plus flous. Ouais. Si on est 3, ça peut aller. Mais plus que ça devient difficile. On l'a vu dans les courses à la chefferie des autres partis. Là, à 5, 6, 7, là, on ne sait plus vraiment c'est quoi l'alternative. Donc, pour moi, on va vivre avec. Là, M. Proulx, s'il décide de le faire, il le fait. Moi, ce que je constate, c'est qu'il le fait avec dans l'ancien système, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive avec quelques idées, qui compte beaucoup sur son passé et sur la personnalité qu'il a. Plutôt que d'arriver avec une équipe, un programme, un plan d'action, puis de la reddition de compte. C'est-à-dire que si nous, on est élus, les gens vont savoir qui mettent dehors, alors que si un indépendant à la mairie est élu, si le conseil ne l'a pas suivi, comme on dit, c'est jamais la faute de personne là, dans le système actuel. Puis c'est ça que nous, on veut changer. Fait que là,
jusqu'à maintenant, je ne sens pas qu'il veut changer ça. Là. M. Pedneau-Jobin, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que fait la Manchette il y a quelques semaines déjà, c'est-à-dire votre présidence de la Commission jeunesse. On a vu que dans la dernière année seulement, vous aviez manqué la moitié des réunions, donc des 2 premières années. Vous étiez présent à toutes les réunions. Vous avez manqué la moitié et vous avez choisi de manquer les réunions parce que ça se passe le samedi. Et pour vous, je pense que le plus important, ce n'est pas d'être assis dans la chaise à présider la réunion. Non, puis j'y reviens sans cesse. Là. Moi, je trouve que si le journaliste avait parlé aux partenaires de la Commission jeunesse, donc les écoles, il aurait su que la Commission jeunesse n'a jamais été aussi présente. S'il avait parlé aux jeunes qui sont à la Commission jeunesse, moi, je suis sûr que j'aurais eu un appui à peu près unanime, parce que le travail est fait. La commission gagne des prix. Les fonctionnaires aussi auraient dit la même chose. Moi, je parle toutes les semaines à la personne responsable de la commission. Je parle à la coprésidente. Ça, c'est un autre détail dont on n'a pas parlé. C'est une coprésidence. Donc, on ne préside pas une réunion à 2. Moi, je ne la préside même pas, la réunion. C'est la jeune coprésidente qui préside systématiquement. Puis l'autre chose, c'est pour moi, la priorité, c'est que le travail soit fait. Puis quand M. Bureau, par exemple, là, je donne un exemple au hasard, siège à la commission économique de la ville de la Créo, président du CLD, Développement économique Gatineau, puis maire de Gatineau, puis que Brookfield s'en va à Ottawa, moi qui ai assisté à toutes ces réunions, là, ça ne me dérange pas. Ce que je veux, c'est que Brookfield reste. Je veux que le travail soit fait. Je veux qu'on ait des résultats. Et à la commission, je les ai. Puis moi, si un jour j'accède au poste de maire, je vais juger les conseillers, les conseillères strictement en fonction de l'atteinte des résultats. Pour moi, le reste, c'est à eux de gérer ça. Si on nous fait confiance pour gérer 520 millions, là, le budget de la ville, je pense qu'on est capable de me faire confiance pour gérer mes réunions. Puis si je juge que ce samedi-là, ce n'est pas essentiel que je sois là, bien, je n'irai pas. Mais reste que vous choisissez votre famille et c'est fort honorable pour vous là, de choisir votre famille. Par contre, on peut être en droit de se poser la question si vous devenez effectivement maire de Gatineau parce que vos enfants sont encore très jeunes, les responsabilités familiales vont encore être là. Comment vous allez être en mesure là, de concilier travail-famille? Bien, ce qui compte pour moi compte pour tout le monde. Si on ne change pas les façons de faire de la politique, si on ne change pas les heures des réunions, si on n'est pas assez têtu pour changer le système un peu, ça ne changera jamais. Moi, en fait, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça fait qu'on jase. Là. Je ne sais pas ce qui va se passer le 3 novembre. Mais pour moi, il pourrait très bien avoir plus qu'un maire suppléant. Il pourrait très bien avoir des activités sociales où le maire est représenté de façon plus importante par d'autres. La question, c'est quoi notre travail? C'est d'être près des gens, de serrer des mains, c'est important. Mais il faut aussi que la ville soit gérée puis qu'on s'arrange pour que Brookfield reste à Ottawa, si je peux finir sur mon exemple. Pour moi, c'est un choix. Puis si on veut que tout se passe le soir puis la fin de semaine, bien, il n'y aura pas de père puis de mère de famille en politique. Je dirais qu'à la limite, il n'y aura même plus de femmes en politique parce que souvent, elles sont plus proches de la famille. Voilà. Bien, écoutez, évidemment, c'est un sujet dont on va parler tout de suite après la pause. Donc, restez des nôtres. On revient tout de suite avec Maxime Pedneau-Jobin. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Parole à l'élu avec Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Pedneau-Jobin, juste avant la pause, vous nous parliez des femmes en politique. Vous nous parliez que, bon, avec les contraintes actuelles, on aurait de moins en moins peut-être de femmes en politique. Il y a un groupe qui s'appelle Agir, qui est l'Assemblée de groupes de femmes d'intervention régionale,
qui veut tenter d'inciter des femmes, justement, à se lancer en politique, qui tient un congrès, en fait, une réunion le 4 avril prochain, donc après-demain. Pourquoi c'est important d'avoir des femmes de plus en plus là, autour des différents paliers de gouvernement? Pour moi, d'abord, c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'il y a bien des choses qui se disent là-dessus. Ouais. Et des fois, c'est n'importe quoi ce qui se dit. Moi, il y a un livre que je peux recommander à tout le monde que la question intéresse. Ça s'appelle « 100 questions sur les femmes et la politique ». C'est de Manon Tremblay, c'est une prof de l'Université d'Ottawa. Et là, elle pose toutes les... Bon, les femmes sont-elles plus à gauche ou à droite? Qu'est-ce que ça a changé quand les femmes ont été au pouvoir? Là? On parle à différentes premières ministres ou présidentes qu'il y a eu... Et c'est toutes les questions. C'est quoi les freins à la participation des femmes? C'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que c'est questions-réponses. Puis souvent, elle va dire, par exemple, les femmes gèrent-tu mieux? Bien, elle dit, il n'y a pas d'études qui démontrent qu'elles gèrent mieux. Est-ce que les femmes gèrent plus à gauche parce que plus proche de la famille? La réponse, c'est pas clair. Pas clair du tout, parce qu'il y a Margaret Thatcher, il y a des femmes un peu partout qui ont été très présentes à droite, puis qui ont fait un travail qui a été respecté, à tout le moins par les gens de la droite. Donc, c'est un livre qui est bien intéressant. Pour moi, ce que ça change, c'est de la démocratie. C'est plus démocratique si on a 50-50 autour de la table. Pour la simple raison que la plus grande différence entre les êtres humains, c'est la première, c'est celle-là. T'es-tu un homme ou t'es-tu une femme? Puis ça change tout le reste de la vie. Après ça, il y a d'autres différences qui s'ajoutent. Il y a l'orientation sexuelle, il y a la couleur de la peau, il y a toutes sortes de... Mais la plus fondamentale, c'est vraiment celle-là, homme-femme. Donc, pour moi, c'est assez simplement une question de démocratie. Il faut que le Conseil soit représentatif. Est-ce qu'on doit absolument faire en sorte que partout, on est 50-50? On se rappelle de Jean Charest qui s'était assuré que son dernier Conseil des ministres soit moitié-moitié homme-femme. Est-ce qu'absolument, on doit se rendre vers ça? Oui. Moi, je pense qu'on doit absolument tendre vers ça. Ouais. La question, c'est avec quoi on travaille. Moi, ça fait des mois et des mois que j'essaie de recruter des femmes, puis c'est difficile de recruter, point, des hommes comme des femmes. Ce n'est pas des gros salaires, c'est beaucoup de travail en politique. mais recruter des femmes en particulier, c'est difficile. Des femmes qui sont dans la même situation que moi et qui font le choix d'aller en politique, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, c'est un défi. Moi, je ne suis pas tellement pour les quotas. Là. Moi, j'aime mieux changer la mentalité puis travailler sur le problème de fond que de forcer dans des cas comme ça. Mais pour moi, on doit travailler très, très fort. Il y a des choses que j'aime. Agir, entre autres, est un groupe qui défend certaines idées pour... par exemple, les partis qui réussissent à faire élire un certain nombre de femmes pourraient avoir un peu plus de financement. Ouais. Donc, ça s'applique à tous les partis. Bien, faites l'ouvrage. Puis essayez de... Ça fait que moi, ce genre d'idées-là, je trouve ça intéressant plutôt que des incitatifs, plutôt que de dire, bien, ça prend... 9 femmes, 9 hommes. Puis sinon, il n'y a personne dans le siège. Ça, je suis mal à l'aise avec ça. Mais nous, on travaille très fort. Puis vraiment, les gens que la question intéresse, Manon Tremblay, 100 questions sur les femmes et la politique, c'est vraiment intéressant. Mais comme chef d'Action Gatineau, est-ce que vous pensez que le parti va privilégier à talent égal la candidature d'une femme plutôt que la candidature d'un homme? À talent égal, c'est-à-dire qu'on est dans des investitures. Donc, c'est les membres qui votent. Moi, j'en ai parlé dans mes 2 discours au Congrès. J'en parle ici, j'en parle partout. J'espère que les membres feront un bon choix à talent égal. Parce que moi, à talent égal, j'aime mieux qu'on augmente la cohorte des femmes. Oui. Mais en même temps, ça reste un choix démocratique. C'est les membres dans le quartier. Il y a des quartiers, à un moment donné, on me disait, ma dernière élection en 2009, vous avez beau parler des femmes de la politique, mais vous vous présentez, puis... mais il n'y avait pas de femmes contre moi non plus. Il y avait pas, on était 4 gars, 4 hommes dans Buckingham. Il faut qu'il y ait des femmes qui viennent. Puis il faut qu'on soit... Quand M. Charest a fait le choix d'avoir un conseil, c'était pas tout le conseil des ministres, si je ne me trompe pas, c'était son exécutif. Est-ce que ça se peut, de mémoire, il me semble que le conseil était 50-50. Non, c'était le cabinet. Oui, c'était le cabinet. Excusez-moi, il n'y a pas d'exécutif, c'était le municipal, c'est au cabinet. Donc, mais ça, encore faut-il avoir beaucoup de femmes dans la députation. C'est que moi, c'est là où je souhaite qu'il y ait des candidates pour Action Gatineau en grand nombre pour qu'on puisse avoir un exécutif éventuellement qui est mixte.
Mais homme ou femme, vous allez être prêt pour la campagne, d'ailleurs, qui est déjà commencée, qui est déjà bel et bien enclenchée. Donc, on devrait voir les premiers candidats officiels d'Action Gatineau à partir de quel moment, M. Pedneau-Jobin? Disons qu'en mai, là. En mai, il faudrait, je ne sais pas si ça va être au début ou à la fin, là, mais disons qu'en mai, il faut qu'on commence les investitures. Voilà. Buckingham en fête. On en parle depuis un bout de temps, on ne sait plus. En fait, il y a quelques semaines qu'on n'a pas eu de nouvelles. On sait que Séchaud Productions a pris la permanence, en fait, au moins pour cette année du festival. On sait qu'on se rencontre de façon régulière avec l'exécutif et Séchaud Productions. Vous faites partie de l'exécutif. Est-ce que vous assistez à ces rencontres-là, M. Pedneau-Jobin? Non, moi, je fais pas partie du comité d'organisation, je fais partie du CA. Ça fait que c'est comme membre du CA que je suis impliqué là-dedans. Moi, je suis ça de près. Là. J'ai reçu un rapport hier, j'en reçois régulièrement. Ça travaille fort. Le service des fêtes et festivals, la Ville, a fait toute une liste de conditions pour décaisser, comme on dit. Là. On doit leur donner 50 000, mais on ne donne pas 50 000 si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Ça va très bien pour respecter ces conditions-là. Et moi, j'ai associé, c'est-à-dire que je vais avoir la même attitude que le service de la Ville. Des fois, je peux être en porte-à-faux, mais dans ce cas-là, moi, les mêmes conditions s'appliquent pour que de mon côté, j'aide à combler, entre autres, le déficit. Fait que ça avance bien là, avec Séchaud Productions. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Ils sont déjà en train de planifier. Ils font deux choses en même temps parce que le temps presse, donc planifier l'événement puis répondre aux conditions de la Ville. Ça fait que moi, je ne veux pas en dire plus parce que je ne suis plus le porte-parole du comité. Mais disons que ça travaille fort et les gens ont bon espoir qu'on ait quelque chose cette année. Là. Mais ce que je comprends de ce que vous êtes en train de me dire ou de ce que vous m'avez dit, c'est qu'il y a actuellement un comité qui travaille probablement à préparer l'événement, donc à rentrer en communication avec les artistes potentiels parce que, écoutez, il reste à peu près plus de temps. On est à -5 maintenant pour le festival. Oui, on est à -5, puis certains disent et 5, mais c'est une gang de gens motivés qui connaissent leur travail avec quelqu'un comme Séchaud Productions. C'est une entreprise qui connaît ça. Donc, ça va orienter les choix. Là. Quand il reste moins de temps, des fois, il reste moins d'artistes aussi. Là. Ça fait qu'ils sont en train de patauger là-dedans. Mais c'est une bonne équipe. La question, c'est s'ils ne répondent pas aux préoccupations de la Ville, bien, on ne décaisse pas, là. Mais ma position ne change pas là-dessus. On répond de plus en plus, on répond... on s'en rapproche. Là, du point de vue des finances, là, il reste... en fait, au moment où on se parle, c'est peut-être fait, là, je ne sais pas, mais il restait des petites étapes administratives à franchir. On sait qu'il n'y a pas eu de malversation, rien. C'est vraiment de clarifier l'ensemble de la situation. Puis ça, c'était à peu près fait il y a quelques jours. Là. C'est peut-être difficile de le croire quand on regarde la température de cette semaine, mais le printemps s'en vient bel et bien. Et jusqu'à l'année dernière, dans le secteur Buckingham, on avait ce qu'on appelait patrouille à vélo qui était organisée ou soutenue par le Club optimiste de Buckingham. L'activité ou en fait service à vélo, patrouille à vélo revient sous une forme différente. Ce n'est plus le Club optimiste dans le secteur qui s'en occupe. Non, c'était vraiment un héritage de l'ancienne ville qu'on avait, où il y avait un partenariat avec la police, où c'est de la patrouille à vélo, mais de jeunes qui étaient vraiment formés par le service de police. Des fois, c'était des étudiants en technique policière. Et c'était de l'intervention. C'était quelque chose de plus intense que ce qu'on appelle aujourd'hui patrouille à vélo. Patrouille à vélo, c'est ce qu'il y avait ailleurs à Gatineau. Ouais. Et c'est encore des bénévoles qui se promènent sur les pistes, puis là, rapportent toutes sortes de choses. Font de la sensibilisation quand quelqu'un va trop vite, ne fait pas à bonne place au bon moment, quand il y a des bris d'équipement, quand ils peuvent aider des gens qui ont des crevaisons. C'est vraiment une patrouille. C'est des bénévoles là, qui s'assurent de donner un certain nombre d'heures par semaine, puis s'assurent que ça se passe bien sur nos pistes cyclables. C'est vraiment un beau service. Et la police n'était plus tellement intéressée au service qu'on avait ici. Puis c'était un peu hors norme, là, ça se faisait nulle part ailleurs. Et il y avait d'autres façons d'atteindre les objectifs, non seulement patrouille à vélo, et ça coûte bien moins cher. Ouais. Donc, ils se sont assis avec le Club optimiste, puis d'un commun accord, ils ont décidé de transformer ça en la patrouille à vélo qu'on connaît. Et ils ont besoin de bénévoles. Et ils donnent la formation, là. Ça n'a pas besoin d'être des gens qui connaissent les premiers soins et tout ça, là, parce que cette formation-là va être donnée par patrouille à vélo. Puis c'est intéressant parce que quand il y a des gens qui font du vélo, de toute façon, on leur donne un dossard.
Ils se promènent, ils ont le droit d'intervenir, ils font un petit rapport sur ce qu'ils ont fait. C'est vraiment une belle, un beau service à la population qui ne nous coûte pas cher et qui est très payant. Ça veut dire que sur les pistes, ça se passe mieux, tout le monde est un peu plus en sécurité. Moi, c'est le genre d'implication citoyenne que je trouve vraiment intéressant. Donc, le service va être uniformisé. Donc, on n'aura plus notre propre service dans le secteur Buckingham ou dans l'Est. En fait, on va avoir un service qui est le même que partout ailleurs, alors qu'on avait un différent. Là. Ça fait que moi, au début, j'hésitais. Je me dis, bon, on a quelque chose qui est intéressant, est-ce qu'on le garde? Mais même au club, les gens étaient prêts à laisser aller. Et rapidement, j'imagine que les vélos populaires ou la location de vélos va revenir cette année là, avec le club des petits cyclistes du secteur A. Le gagné du petit sportif, voilà. Ça a beaucoup de succès. Voilà. En terminant, on a appris que la Ville avait signé la première convention collective des professionnels de la Ville. Alors, c'est intéressant de voir une première... En fait, je ne me souviens pas, les professionnels ou... C'est l'école blanc. Ouais, voilà. C'est vraiment un schisme, une division qu'il y a eu entre deux syndicats, entre l'école blanc et ce nouveau syndicat-là qui va regrouper, là, si je ne me trompe pas, c'est ingénieurs, avocats, comptables, urbanistes là, qui vont avoir un syndicat à part. On a signé une entente, mais en gros, c'est la même que celle qui avait cours avec les autres, donc on n'a pas fait de changement majeur. Puis c'est un syndicat de plus, puis les travailleurs les impliqués se sentaient mieux représentés comme ça. Donc pour la Ville, ça ne change pas beaucoup de choses. C'est sûr que c'est un interlocuteur de plus, mais ça, dans de la négo, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Mais reste qu'on s'entend de plus en plus avec à peu près tous les syndicats à la Ville de Gatineau. C'est-à-dire qu'on finit un cycle. Là, le cycle est fini avec ça. Là, on recommence d'ici... en fait, on est dedans là, avec l'École bleue. Là. Je crois que la convention arrête, soit qu'elle est arrêtée en décembre dernier ou en décembre prochain. Donc, on commence un nouveau cycle avec l'École bleue. Et c'est là où, pour moi, oui, on a fini le cycle, mais il y a des négociations qui ont pris beaucoup de temps. Des fois, c'est 5-6 ans là, avec les policiers. Je pense que c'était 7 ans. Donc, c'est un nouveau cycle qui commence qui est important. Donc, il n'est pas exclu que ce soit vous qui deviez les régler à partir de novembre prochain. Monsieur Pedneau-Jobin, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe, bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit évidemment la semaine prochaine. Merci.